Le champ que Pierre est en train de sillonner mesure 13 hectares et produit assez de blé pour fabriquer 70 000 pains comme celui-ci. Beaucoup de gens pensent qu'il y a de bons et de mauvais engrais. Le bon engrais est organique. Ça peut être du fumier ou du lisier. Et il est respectueux de l'environnement. Le mauvais engrais est chimique et a par conséquent mauvaise réputation. Mais est-ce toujours aussi simple? Avant de plonger dans le vif du sujet, voyons un peu pourquoi les plantes ont besoin d'engrais. Biologique ou chimique? Pour engranger de bonnes récoltes, il existe de nombreuses méthodes. Michael Gibbing pratique l'agriculture conventionnelle. Joseph Brown est agriculteur bio et utilise des engrais 100% naturels. Il a une confiance absolue dans le pouvoir de la nature et ralentit même pour laisser passer les vers de terre. Joseph Brown détient le record de Bavière. Dans cette région du sud de l'Allemagne, aucun champ ne compte autant de lombrics que le sien. Ces travailleurs souterrains remplacent les engrais artificiels. Pour moi, la Terre avec sa faune et ses plantes est un organisme aussi vivant que l'homme ou les animaux. Michael Gibbing, en revanche, exploite ses champs de manière conventionnelle. Il utilise des engrais minéraux en provenance directe de l'usine chimique. Pourquoi ? L'avantage avec les engrais minéraux, c'est qu'on peut doser soi-même la concentration en éléments nutritifs, soit en mélangeant plusieurs composants, soit en sélectionnant des types d'engrais spéciaux. Les engrais minéraux de Michael Gibbing remplissent le même rôle que les vers de terre de Joseph Brown. Mais pourquoi fertiliser un champ? Sans l'intervention de l'homme dans la nature, le cycle des nutriments se régule tout seul. Les plantes poussent en puisant dans la terre ce dont elles ont besoin et transforment les éléments nutritifs inanimés en matière vivante. Les hommes et les animaux se nourrissent de plantes, qui sont les seuls à leur fournir les nutriments vitaux. Les résidus des plantes et des animaux font le délice de la faune du sol, comme les vers de terre, les cloportes et les colamboles. Ces petites bestioles décomposent la matière organique en éléments simples. Question recyclage, la nature ne nous a pas attendus. Les plantes poussent, les animaux mangent et produisent des excréments, et nos éboueurs du sol décomposent les restes en éléments nutritifs. Les plus importants sont l'azote, le phosphore et le potassium. Or, l'agriculture vient perturber ce cycle. Avec la récolte, le champ est privé des éléments nutritifs présents dans les plantes. Résultat, au bout de 2 ou 3 récoltes grand maximum, le sol est complètement appauvri. C'est pourquoi les agriculteurs comme Michael Gibbing maintiennent l'équilibre nutritif avec la bonne dose d'engrais minéraux. Des engrais de synthèse à base d'azote, de phosphore et de potassium nourrissent le sol épuisé. Et Joseph Brown, il essaie de perturber le moins possible le cycle de la nature. Afin d'avoir toujours autant de fournisseurs d'engrais, il a renoncé à la charrue mécanique. Après la récolte, il attire les lombrics dans son champ avec du foin et des herbes. Pour redonner à la terre les nutriments essentiels, il existe donc différentes méthodes. Mais quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises ? Alors, le paysan du dimanche, tu as bien travaillé? C'est impressionnant, non? Salut. Superbe. Les paysans bio n'utilisent pas que les vers de terre pour fertiliser leurs champs. Il existe d'autres méthodes. Oui, et c'est ce que nous allons voir ici à la ferme Lindorf. Elle a toutes les apparences d'une ferme ordinaire, mais c'est bien plus que ça. C'est la ferme écologique expérimentale de l'université de Kiel. Les biologistes y réalisent des expériences autour des engrais. Vous
servez le déjeuner. C'est sympa, ça. Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Monsieur Logus, vous êtes directeur du centre expérimental de Lindhof. Vous étudiez donc de nouvelles méthodes de fertilisation, des méthodes écologiques. Quel engrais utilisez-vous? Sur le principe, c'est très simple. Vous savez ce que c'est? Voilà un magnifique lisier. Notre or noir. De l'or noir, très appétissant. Le lisier contient tout un tas de nutriments nécessaires aux plantes, notamment de l'azote, du phosphore et du potassium. Mais les paysans ont de tout temps utilisé le lisier. Qu'est-ce que vos recherches apportent de nouveau? L'agriculture biologique est soumise à des normes très rigoureuses en ce qui concerne l'emploi d'engrais azotés. Elle n'a pas le droit d'utiliser des engrais azotés minéraux, c'est-à-dire artificiels. Nous essayons donc de tirer le meilleur parti des sources d'azote dont nous disposons dans notre exploitation. L'une de ces sources est effectivement le lisier. Une autre est le fumier. Pratiquement tout ce que les animaux rejettent fait du bon engrais. Mais il y a quand même des différences de qualité. Oui, et les excréments les plus demandés en ce moment et les plus chers nous viennent de l'autre bout du monde. Maccabi, au large des côtes du Pérou. Pendant 10 ans, cette île a été interdite d'accès. Désormais, les 200 000 pélicans, fous et cormorans ont le droit à nouveau de recevoir de la visite. Dès 6 heures du matin, des ouvriers armés de pelles et de pioches arrivent pour récolter le guano, les déjections d'oiseaux. Ici, les conditions sont idéales pour produire du guano de qualité. Les eaux poissonneuses attirent une multitude d'oiseaux marins et grâce au temps sec, le guano s'accumule en couches de plusieurs mètres d'épaisseur. Maccabi est l'une des 22 îles à guano. Elles ne sont accessibles pour la récolte qu'une fois tous les 10 ans et à tour de rôle. Ensuite, elles retournent à l'état sauvage. La récolte du guano doit se faire dans le respect de l'environnement. Comme vous voyez, il n'y a aucune intervention mécanique. Nous n'utilisons aucune foreuse, aucune machine, rien. La récolte de guano se fait entièrement à la main. Sinon, le produit perdrait sa particularité. C'est sa marque de fabrique. Il est 100% organique et sa récolte est artisanale. Ou quand le travail de forçat devient un argument de vente. Les ouvriers gagnent 270 € par mois, un salaire relativement élevé pour un Péruvien. Pourtant, tous ne tiennent pas le coup. Entre nous, on se surnomme les tigres, parce qu'on est les plus costauds. On est tous restés, mais il y a des ouvriers qui jettent l'éponge au bout d'1 ou 2 mois. Les hommes les plus forts viennent des provinces des Andes péruviennes, comme moi. Jusqu'à 19 000 tonnes de guano sont récoltées ici chaque saison, avant d'être expédiées par bateau vers l'Europe. En France comme en Allemagne, le guano a la cote. Plutôt étonnant quand on sait qu'il est presque 2 fois plus cher qu'un engrais classique. Ce fertilisant naturel est surtout plébiscité par les jardiniers amateurs européens. Les déjections d'oiseaux feront des merveilles dans leur jardin. Du moins en sont-ils persuadés. Alors le guano, produit miracle, un faux ou un tox? À l'Institut pour la nutrition des plantes de l'Université de Bonn, on contrôle régulièrement la composition des engrais vendus dans le commerce. Le professeur Goldbach connaît bien le pouvoir d'attraction du guano. L'une des particularités du guano est qu'il agit très rapidement. Contrairement à de nombreux autres engrais organiques, il présente une forte teneur en nitrate. Par conséquent, les résultats sont visibles au bout de 2-3 jours. Les plantes poussent mieux, elles sont plus vertes. C'est pour cette raison que le guano est autant apprécié chez les jardiniers amateurs. Dans le laboratoire de l'université, on analyse les échantillons de différentes variétés de guano. D'autres engrais naturels, comme les excréments de chauves-souris et de phoques, sont en effet commercialisés sous l'appellation de guano. Tous présentent une composition identique. En plus d'une teneur en nitrate élevée, la plupart contiennent beaucoup de phosphate, des composés de phosphore. Trop, selon le professeur Goldbach. Très souvent, les sols de nos petits jardins sont déjà surdosés en phosphate. Et il ne s'agit pas d'un surdosage minime, mais d'un surdosage massif.
C'est pourquoi on ne devrait procéder à la fertilisation qu'après analyse du sol, y compris pour les petits jardins. Les cas où le guano est véritablement le meilleur engrais sont très rares. D'après les spécialistes, le guano n'est pas le seul excrément d'oiseaux à avoir des vertus fertilisantes. Les oiseaux de nos contrées sont aussi une bonne source de nutriments. On pourrait tout aussi bien utiliser de la fiente de poule, selon moi, pour compléter les besoins nutritifs des plantes et la teneur en nutriments du sol. L'important est de connaître l'état d'alimentation du sol et les besoins de chaque plante cultivée. Les déjections d'oiseaux du Pérou ne sont donc pas plus efficaces que les autres engrais. Mais dans le cas du guano, la foi dans le pouvoir de la nature reste intacte. Le guano, c'est écologique? Pourquoi n'utilisez-vous pas? C'est un engrais naturel, c'est vrai, mais pour qu'il arrive jusqu'à nous, il doit parcourir de très longues distances, ce qui nécessite une quantité d'énergie relativement importante. Selon les critères de la coopérative Bioland, dont nous faisons partie, nous n'avons pas le droit de l'utiliser. Vous produisez votre propre lisier. Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est ce qu'il contient. Pour nous, il est très important que l'alimentation de nos vaches soit de bonne qualité pour que les excréments le soient également. Et ce qu'elles mangent, je peux vous le montrer si vous voulez. Oui, d'accord. Suivez-moi. C'est du trèfle blanc. Cette légumineuse a la capacité de fixer l'azote atmosphérique. Et où est-il, cet azote? Il est ici, dans ces petites nodosités. La plante vit en symbiose avec des bactéries. La plante fournit l'énergie, les bactéries décomposent l'azote atmosphérique et fabriquent ainsi de l'engrais pour la plante. Alors on donne le trèfle à la vache. Et ensuite? La vache le mange, puis rejette de la bouse et de l'urine qui contiennent énormément d'azote. Cela donne un engrais de qualité avec lequel nous fertilisons nos céréales et nos pommes de terre. C'est un sacré boulot de produire de l'azote organique. Vous ne pourriez pas utiliser un engrais de synthèse? En tant qu'exploitation écologique, nous avons l'obligation d'utiliser de l'azote organique. La production d'engrais azotés minéraux est très énergivore. En laissant la plante produire elle-même son azote, nous économisons une grande quantité de pétrole. Dans cette ferme expérimentale, le trèfle blanc, qui fait partie de la famille des légumineuses, offre donc une source d'azote alternative. Et les plantes n'ont pas seulement besoin d'azote, mais aussi de phosphore. Le problème, c'est que le phosphore est en train de se raréfier partout dans le monde. Sans lui, aucune plante ne pousse. Près de 90% du minerai de phosphate extrait chaque année part aujourd'hui dans la production d'engrais. Les experts estiment que les réserves mondiales seront épuisées d'ici 50 à 100 ans. Or, il n'y a pas d'alternative au phosphore. Sans phosphore, il n'y a pas de vie. Le phosphore est l'un des éléments essentiels, vitaux, dont chaque être vivant a besoin. Il intervient dans la production et le transport de l'énergie, la fameuse ATP, l'adénosine triphosphate. Sans compter que notre matériel génétique, l'ADN, est composé en grande partie de phosphore. Champ expérimental de l'Institut allemand de recherche agronomique. Des chercheurs, réunis autour d'Ewald Schnuck, tentent de déterminer comment adapter le mieux possible les engrais aux besoins en phosphore des plantes. En effet, tout ce qui n'est pas absorbé par les plantes reste dans le sol, ce qui risque d'entraîner une perte définitive pour le cycle du phosphore. Les techniques pour récupérer le phosphore existent depuis longtemps. À l'Institut universitaire technologique d'Aix-la-Chapelle, le professeur Johannes Pinekamp et son équipe développent des procédés afin de recycler au mieux le phosphore des eaux usées. Des études montrent que le recyclage du phosphore est rentable. Le traitement des boues d'épuration et de leurs cendres pourrait à l'avenir contribuer largement à boucler le cycle du phosphore. Nous importons par an environ 115 000 tonnes de phosphore sous forme d'engrais.
Or, dans les arrivées des stations d'épuration communales, on en retrouve entre 60 et 70 000 tonnes par an. Autrement dit, plus de la moitié du phosphate que nous importons termine dans les arrivées de nos stations d'épuration. Principe du recyclage en laboratoire. De la boue d'épuration phosphatée est mélangée à du magnésium. On obtient des cristaux de phosphate qui peuvent être utilisés directement comme composants dans les engrais. Un procédé parfaitement au point, qui est opérationnel non seulement en laboratoire, mais aussi dans les stations d'épuration ordinaires. Plus d'un tiers du phosphore qui arrive dans les stations d'épuration pourrait ainsi être recyclé. Une autre méthode permet de récupérer près de 80% du phosphore. Un procédé mis au point à Aix-la-Chapelle utilise les résidus de combustion des boues d'épuration. Si on veut augmenter le taux de valorisation, il faut également récupérer les phosphates contenus dans les cendres des boues d'épuration. Cela implique de les traiter par des procédés chimiques ou thermiques avant de pouvoir les cristalliser. Ces cristaux pourraient à l'avenir devenir une source importante de matières premières. Mais pour le moment, le recyclage du phosphore reste beaucoup trop cher comparé à l'importation. Pourtant, ces méthodes pourraient d'ores et déjà permettre de boucler le cycle du phosphore. Les perspectives sont excellentes. Nous avons développé de nouvelles technologies, nous maîtrisons parfaitement les problèmes d'assimilation du phosphore par les plantes et le transport du phosphore dans le sol. Si la volonté politique est là, on peut parvenir à une économie circulaire du phosphore quasi parfaite. Malheureusement, si les technologies sont disponibles, leur coût élevé semble mettre à mal la volonté politique. Nous allons maintenant interroger M. Dietert sur le problème du phosphore. Il enseigne à l'Institut pour la nutrition des plantes de l'Université de Kiel. Il nous attend déjà, comme prévu, devant le tas de fumier. Bonjour. 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 Vous savez ce que les plantes veulent. Quelle est la position de l'agriculture bio face au risque de pénurie de phosphore ? L'agriculture bio est tout autant concernée par le risque de pénurie de phosphore que l'agriculture conventionnelle. L'agriculture bio produit elle aussi des plantes qui sont ensuite vendues. Or, ces plantes contiennent des nutriments, dont le phosphore. Ces nutriments sont donc perdus pour l'exploitation et doivent être tôt ou tard remplacés. Si l'agriculture bio est également menacée par la pénurie de phosphore, est-ce qu'elle ne pourrait pas récupérer celui qui se trouve dans les boues d'épuration ? Les boues d'épuration sont issues le plus souvent des villes ou parfois des régions industrielles. Les boues d'épuration, surtout celles à proximité d'industries, peuvent contenir des polluants. Les agriculteurs n'ont pas forcément envie de les avoir dans leurs champs. Dans l'agriculture bio, on a donc choisi de renoncer aux boues d'épuration. Quels polluants contiennent les boues d'épuration ? Elles ne devraient contenir que les résidus organiques issus des activités humaines, qui sont propres. Mais il arrive que des produits chimiques, par exemple les dissolvants, se retrouvent dans les eaux usées et par conséquent dans les boues d'épuration, ce qui pose un problème lorsque ces boues sont utilisées comme engrais dans l'agriculture. Savez-vous que pour protéger la nappe phréatique, il existe un métier ? Expert de la protection des eaux. Sa mission, protéger l'eau. Son nom, Wolfgang Neuenhaus. Il se bat contre le plus grand ennemi de la nappe phréatique dans la région de Münster, les nitrates. À chaque printemps, il commence par prélever des échantillons de terre. Destination, l'Institut agronomique d'analyse et de recherche de Rhénanie du Nord-Westphalie. Mais quel est le rapport avec la protection de l'eau ? Nous sommes au milieu d'une zone de captage d'eau potable. Cette eau doit être protégée, notamment des nitrates. Les nitrates peuvent se transformer en nitrites et en nitrosamines, qui sont dangereux pour la santé. Les nappes phréatiques de Rhénanie du Nord-Westphalie sont particulièrement touchées par des teneurs excessives en nitrates. En cause, l'agriculture intensive. Composant des engrais naturels et artificiels, les nitrates se retrouvent dans les sols et les eaux. Si les concentrations en nitrates sont trop élevées, la nappe phréatique doit être décontaminée, ce qui nécessite des moyens technologiques importants. Un coût qui est répercuté sur le consommateur. Afin de ne pas en arriver là, la Chambre d'agriculture a engagé Wolfgang Neuenhaus.
En partenariat avec des agriculteurs volontaires, il doit mettre un terme à la fertilisation excessive des champs. Les résultats du laboratoire en main, l'expert de la protection des eaux programme avec l'agriculteur Michael Gibbing la fertilisation des prochains jours. Dans son étable, la production de fumier tourne à plein régime. Le lisier est recueilli sous les caillebotis, puis traité à l'extérieur dans une sorte de mixeur géant. On brasse le lisier afin de le rendre homogène. C'est nécessaire parce que le lisier s'est déposé en plusieurs couches. Au fond, nous avons un dépôt, puis nous avons une couche avec du liquide, le tout recouvert d'un toit flottant. Ça y est, les nutriments du lisier sont répartis de manière homogène. Wolfgang Neuenhaus en prélève un échantillon. Cet appareil lui indique immédiatement sa teneur en nitrate. Étape suivante, le rapprochement avec les échantillons de sol du laboratoire. Wolfgang Neuenhaus est attentif aux moindres détails. On va jeter un œil aux résultats d'analyse des échantillons de sol. Le laboratoire a effectué une analyse détaillée du sol du champ. Phosphore, potassium, pH et surtout la teneur en nitrate. L'agriculteur et le spécialiste connaissent à présent la quantité de nutriments présents dans le champ et dans le lisier. Si on la compare aux doses nécessaires aux plantes pour pousser, on obtient la quantité exacte d'engrais à apporter. Chez Michael Gibbing, les teneurs en nitrate sont depuis longtemps satisfaisantes. Un contrôle de la quantité d'engrais reste cependant nécessaire. Nous avons constaté avec l'appareil de mesure qu'il y a 2 kg d'azote par mètre cube de lisier. Or, j'aimerais effectuer sur ce champ de céréales un apport de 40 kg par hectare. J'ai 2 possibilités pour parvenir à cette quantité. Soit utiliser ce coulisseau de dosage, qui est en haut pour régler le débit, soit jouer sur la vitesse du tracteur. Michael Gibbing répand le lisier avec un injecteur à patins. Avantage de ce mode d'épandage, le lisier ne se disperse pas partout, mais se dépose là où c'est nécessaire, c'est-à-dire au pied des plantes. Les consultants comme Wolfgang Neuenhaus ont contribué à diffuser l'usage de ces machines. D'ailleurs, quel bilan tire-t-il de cette coopération pour la protection de l'eau? C'est un succès parce qu'on a réussi à inverser la tendance. Les teneurs en nitrate élevées, celles d'il y a 12 ans, n'ont plus cours aujourd'hui. On a réussi à revenir en arrière, vers des valeurs avoisinant les 50 mg de nitrate. Dans la plupart des régions de Rhénanie du Nord-Westphalie, la fertilisation excessive des champs est désormais de l'histoire ancienne. C'est une rencontre au sommet qui s'annonce entre 2 experts des plantes. Monsieur Logus, existe-t-il des directives concernant l'utilisation du lisier dans l'agriculture conventionnelle ou biologique? Les exploitations biologiques et conventionnelles sont soumises au fameux décret sur la fertilisation qui fixe les quantités maximales d'engrais autorisées. Et selon le règlement de la coopérative Bioland, dont dépend notre exploitation, nous n'avons pas le droit d'utiliser de lisier conventionnel, mais seulement celui que nous produisons. Nous utilisons donc beaucoup moins de lisier que notre voisin conventionnel. Mais est-ce réaliste de prétendre nourrir l'ensemble de la population mondiale uniquement avec des engrais bio? Nous ne disposons pas à l'échelle mondiale de suffisamment d'engrais biologiques. Nous devons travailler d'une part à améliorer encore l'efficacité des engrais minéraux, ainsi que les systèmes de fertilisation des exploitations agricoles, et d'autre part à améliorer l'efficacité des engrais organiques. L'important à l'avenir est d'utiliser les nutriments de manière plus efficace. Face à l'augmentation de la population mondiale et à la raréfaction progressive des nutriments comme le phosphore, nous pourrons ainsi continuer à pratiquer une agriculture durable pour les générations à venir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous savons maintenant que les engrais organiques ne sont pas forcément bio et qu'il y aura probablement toujours 2 sortes d'engrais, les minéraux et les organiques. Tout ça est affaire de dosage. L'union fait la force. Et en ce qui concerne les engrais synthétiques, tout dépend là aussi si leur production est respectueuse de l'environnement.